Punchline. Patrice Boisfer sur Europe 1. Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver sur Punchline, sur CNews, mais également sur Europe 1. J'espère que vous êtes confortablement installés ce 8e jour de guerre et le pessimisme ambiant, notamment du côté de l'Elysée. Le but de Vladimir Poutine est de prendre le contrôle de toute l'Ukraine, affirme l'Elysée après un échange téléphonique avec le président russe, Emmanuel Macron, qui pense que le pire est à venir. On en parle avec mes invités ce soir dans cette édition spéciale de Punchline. Régis Le Sommier, qui est grand reporter. Bonsoir Régis. Bonsoir. Joseph Massescaron, écrivain. Bonsoir. Vincent Hervouette, journaliste européen. Bonsoir, spécialiste des questions internationales. Et Sergei Girnov, qui est ex-officier supérieur du KGB, autant dire espion. Bonsoir. Peut-on dire espion? On n'aime pas le mot espion. Les espions, c'est les autres. C'est vous, les Français, les espions. Nous, on est les vaillants éclaireurs. Les éclaireurs russes, ouais. On l'aura compris. D'où le titre de mon livre qui est sorti aujourd'hui. Allez, effectivement, on va faire un tour du côté de l'Elysée sans plus tarder avec vous, mon cher Samis Sfaxi. On l'a dit, 1h30 et une discussion très intense, sans détour, entre le président Macron et le président Vladimir Poutine. Oui, bonsoir Patrice, rebonsoir plutôt. Et c'est vrai que pour tout vous dire, on n'a pas vraiment l'habitude d'avoir autant de détails dans les échanges entre le président français et le président russe. Ils se sont parlé, vous l'avez dit, au téléphone, 1h30 de conversation très franche. Regardez ce qu'a dit Vladimir Poutine à Emmanuel Macron. La situation va s'aggraver car les Ukrainiens sont dans une logique nazie. Phrase à laquelle le chef de l'État français a répondu, soit tu te racontes des histoires, soit tu cherches un prétexte pour envahir l'Ukraine. On voit bien qu'on n'est pas du tout dans une logique de désescalade. L'Elysée nous a fait part aussi de cette autre information. Selon eux, Vladimir Poutine serait dans une logique de conquérir l'ensemble de l'Ukraine et pas seulement une partie de l'Ukraine. Le président français ensuite s'est entretenu avec le président ukrainien. Il le fait d'ailleurs tous les jours. Tous les jours, il s'entretient avec Volodymyr Zelensky qui a dit à Emmanuel Macron que les Ukrainiens ne déposeront pas les armes, ils ne se rendront pas. Miss Faxi, merci également à Laura Lestrade pour la réalisation de ce duplex pour CNews et pour Europe 1. Vincent Hervouette d'Europe 1, le pire est à venir. On a entendu déjà les mots assez inquiétants de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères ce matin. Rebelote avec le président Macron. Après 1h30 de conversation téléphonique avec le président Poutine, conversation qui a été souhaitée par le président Poutine. Oui, alors votre correspondant disait que c'était un échange franc. Ça veut dire qu'on est pratiquement au point de se raccrocher au nez. Franc dans le langage diplomatique, c'est que vraiment, c'est pas du tout aimant. On n'est pas dans la désescalade. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a une espèce de montagne russe, donc de l'évaluation de la dangerosité. Avant-hier, c'était la guerre nucléaire. Hier, c'était au contraire la désescalade, les négociations qui allaient s'ouvrir. Aujourd'hui, c'est de nouveau la crispation. Et une espèce de surabondance d'émotivité qui ne colle pas vraiment avec ce qui se passe sur le terrain, où on a l'impression, au contraire, d'un piétinement, d'une offensive très lente. On n'arrive pas véritablement à discerner quelle est la stratégie de l'armée russe. On a l'impression qu'elle se retient, qu'elle gagne les villes du Sud, qu'elle contrôle effectivement les bords de la mer d'Azov, et qu'elle fait la jonction entre la Crimée et le Donbass. Mais ailleurs, il y a des villes devant lesquelles l'armée est plantée, d'autres qui sont bombardées et d'une manière rude et de plus en plus rude, si bien qu'on ne sait pas du tout où va la Russie. Quant aux déclarations de Vladimir Poutine, elles n'ont pas tant varié que ça. C'est-à-dire qu'il tient plusieurs langages à la fois, et depuis le début, il a fixé les objectifs, la démilitarisation de l'Ukraine, c'est-à-dire la neutralisation de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule armée en Ukraine, et ce sera l'armée russe. Par ailleurs, la dénazification, et ça, personne n'est capable de comprendre de quoi il parle, la seule chose qu'on comprenne, c'est qu'il veut se débarrasser de la clique au pouvoir, c'est-à-dire du président Zelensky, que tout le monde applaudit désormais, et de son gouvernement. Et puis, il y a la Crimée, qu'il ne rendra jamais, et qu'il veut qu'on reconnaisse comme une partie intégrante de la Russie. Donc il y a à la fois un rapport de force avec l'Occident qu'il a voulu créer. Il est rentré vraiment dans l'affrontement. Il y a une volonté de tester la cohésion du camp d'en face, et puis rendre impossible l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. De là à croire qu'il va y aller jusqu'à réintégrer l'Ukraine totalement dans une sorte de
de vraie Russie, la Sainte Russie, c'est-à-dire avec le Bélarus, la Grande Russie de Moscou et la Petite Russie d'Ukraine. Là, on est devant une énigme. On ne sait pas jusqu'où il est capable d'aller. Ajouter à ça les déclarations démentes des uns des autres, que ce soit Lavrov d'un côté qui parle de Troisième Guerre mondiale, nucléaire, que ce soit... Il y a une débauche d'émotivité et sur le terrain, au contraire, une espèce de lenteur d'escargot qui est aussi, c'est vrai, celle d'une opération militaire d'aussi lourde ampleur. C'est toujours plus lent qu'on imagine. Oui, parce que 200 000 hommes tout à fait. Donc on imagine qu'en termes de coordination, c'est peut-être pas la même chose. Et on en a parlé peut-être précédemment. Dans une radio, dans une télé, quand on coordonne 10 personnes sur le terrain, on a l'impression de se noyer. Alors imaginez 200 000 hommes. 200 000 hommes sur le terrain, là, en Ukraine. On a combien ? Non, je veux dire, il n'y a pas sur le terrain, autour, il y en a encore. Il y a beaucoup de je sais pas. On avait dit 150 000 Russes, 50 000 Biélorusses au moins. On attend les 10 000 Tchétchènes. Bon, on va pas faire tout le détail. Sergueï Girnov, on est condamné justement aux montagnes russes dans ce dossier. On est un petit peu surpris effectivement, de jour en jour, de passer du chaud au froid. J'ai pas vu les montagnes russes. Moi, j'ai vu la continuité et la continuité dans le sens. Poutine souffle le froid et le froid. Non, j'ai pas vu souffler non, il est constant. Il est constant dans ses déclarations. Il n'a jamais varié ses déclarations depuis 2 semaines. Il n'a jamais varié la tactique de balader Macron. Parce qu'il a baladé quand président Macron est allé en Moscou, il a baladé au téléphone, il a baladé juste la veille de la frappe, il continue à la balader depuis les 2 coups de téléphone qui sont échangés. Et il lui a dit, en revanche, ce qui a changé, c'est le ton du président Macron. Parce que maintenant, il lui balance, le président Macron balance à Poutine droit dans les yeux, parce que je crois que c'est la seule personne. Poutine et Macron, la situation va s'aggraver car les Ukrainiens sont dans une logique nazie. Macron à Poutine, soit tu te racontes des histoires, soit tu cherches un prétexte pour envahir l'Ukraine. Zelensky à Macron, les Ukrainiens ne se rendront pas. Je crois que le président Macron était la seule personne qui a osé dire à Poutine ça droit dans les yeux. Ça, je crois que c'est quand même un courage. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a rien de diplomatie là-dedans. Joe Biden a eu aussi des mots assez durs avec Poutine. Au téléphone ? Oui, mais non, en visioconférence. Mais là, c'est il y a eu plusieurs échanges. Tous se sont parlé, mais avec Biden, il y a eu une fois où ça s'est très mal passé. Donc, et depuis, il a disparu. Depuis, il a disparu. Les Américains sont plus là, mais bon, voilà. Non, mais là, Macron était là depuis 2 semaines et c'est en continu. D'ailleurs, il n'y avait pas que cet échange Macron-Poutine aujourd'hui. Il y avait aussi la conférence de presse de Lavrov, où Lavrov a quasiment dit, l'Ukraine n'existe pas puisqu'on veut la désarmer. Vous imaginez, il a parlé, il lui refuse le droit d'avoir de la défense. Il refuse à un pays de 45 millions d'habitants d'avoir le droit de la défense. C'est quoi cette histoire ? Dites-moi. Joseph Massescaron. Il refuse peut-être aussi. Oui. Je peux vous poser une question. Il refuse aussi, si on veut comprendre son point de vue, il refuse peut-être aussi que dans un pays, en effet, qui a une défense, il y ait en plus des missiles et des fusées nucléaires qui... On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Il a idée, je veux désarmer l'Ukraine. Oui, mais justement. Il n'y a plus question de l'OTAN. C'est peut-être parce que l'OTAN, à la limite, on aurait compris. Mais l'OTAN n'a jamais mené la moindre opération contre la Russie en 70 ans. En 70 ans, nommez-moi une seule présence de l'OTAN, un seul soldat de l'OTAN qui a mené quelque chose contre la Russie. D'accord. Juste pendant le conflit des fusées de Cuba, que vous connaissez aussi bien que moi, il y avait pourtant, là aussi, je veux dire, est-ce que Cuba avait mené... pourtant, il y a eu un conflit, tout simplement parce que les États-Unis n'ont pas voulu voir contre eux tourner l'arme nucléaire. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose... L'OTAN, c'est un prétexte. C'est un prétexte, parce que l'OTAN, depuis 30 ans, il est en Turquie, et les missiles à moyenne portée de Turquie peuvent atteindre tous les buts que Poutine nomme, soi-disant, pour le rapprochement de l'OTAN en Ukraine. Donc c'est du pipeau. C'est du pipeau. Militairement, c'est du pipeau. Régis Sommet, je vous fais intervenir dans un instant, messieurs. Jusqu'à le Mont Oual, on peut attendre toutes les cibles qu'on peut attendre de l'Ukraine. J'aimerais qu'on écoute Vladimir Poutine qui s'est exprimé il y a quelques instants et je vous redonne la parole. Messieurs, Vladimir Poutine. Non, pas depuis partout. Après, il y a des missiles balistiques, oui. Je suis fier d'être un membre d'une partie du peuple russe. Fier d'être une partie de ce peuple fort et puissant. Je ne cesserai jamais de penser que les Russes et les Ukrainiens forment un seul peuple, même si une partie des Ukrainiens
a pris peur et que certains se sont fourvoyés dans la propagande nationaliste nazie. Le fait que précisément nous nous battions contre des nationalistes néo-nazis montre le combat que nous menons. Vincent Hervouet d'Europe 1, les Russes et les Ukrainiens sont un seul peuple sur Poutine. Quel écho ça peut avoir? Bon, alors ça, que ce soit un seul peuple, on peut en discuter jusqu'à la fin des temps. C'est pas entièrement faux, c'est pas totalement vrai, quoi, grosso modo. Mais ils ont, l'histoire là, on va pas refaire l'histoire de la région. Ce qui est certain, en tout cas, qui est très très clair, c'est que vous avez en face de vous un orateur qui est enfermé dans un discours dément. C'est-à-dire qu'il se bat contre les nazis. C'est-à-dire qu'on rejoue la Seconde Guerre mondiale avec ces avatars ukrainiens qui sont compliqués. Parce qu'il y a la démilitarisation de l'Ukraine, qui n'est pas la neutralisation de l'Ukraine, qui est la démilitarisation. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus qu'une seule armée dans le secteur, ce sera l'armée russe, elle y est déjà. Et puis il y a la dénazification. Alors, la dénazification, ça veut dire quoi? Eh bien, quand on écoute Vladimir Poutine, jour après jour, et depuis des semaines, il répète à peu près la même antienne qu'on n'arrive pas à prendre au sérieux, à savoir qu'en face de lui, qu'il est en train de rejouer, il joue la dernière bataille de la Seconde Guerre mondiale. 80 ans après, ils sont de retour, ils sont là, et il faut les abattre. Qu'il y ait des excités nationalistes parmi les Ukrainiens, tout le monde l'a vu depuis Maïdan, ça fait depuis 8 ans qu'on en parle. Il y a des milliers de photos, de pellicules qui illustrent, et tout le monde, il y a toutes sortes de symboles d'ailleurs, qui sont effectivement urticants. Mais de là à penser que ce sont des nazis qui sont au pouvoir, il y a que Vladimir Poutine qui s'en sert pour la propagande. Unité nationale russe, c'est la même chose que chez les Ukrainiens. Ça veut dire que nous avons les néo-nazis en Russie qui sont aussi les tarés et l'extrême droite. Il y en a autant qu'en Ukraine. Régis Sommier, grand reporter. Je veux dire, comme on parle de Pravi Sector et de Azov, ils sont quand même au combat. C'est des gens qui ont mené des opérations militaires au nom de l'Ukraine dans le Donbass. Ils ont commis un certain nombre d'exactions. Souvenez-vous d'ailleurs l'incendie d'un... il y avait eu 40 morts dans un incendie à Odessa, exactement. Bon, c'était eux qui en étaient directement responsables, et quand il y a eu la guerre en 2014, c'est eux qui sont allés se battre au Donbass, donc ils ont une certaine notoriété, ce sont des bons combattants. Aujourd'hui, le bataillon Azov est plutôt réparti dans la région de Mariupol, et la région de Mariupol, il y a énormément de combats, et c'est eux qui combattent. Donc ils ne sont pas plus de 4000 sur la totalité de... Voilà, et ils sont intégrés. Mais c'est ça, c'est là où Poutine, justement, utilise ce prétexte de dire que comme ils font partie des forces de défense ukrainiennes, pour lui, le président Zelensky et tout le gouvernement, c'est un gouvernement de nazis par capillarisation, on dira. Alors qu'en réalité, ils sont très peu. Et évidemment... Donc c'est un prétexte. Oui, mais je pense que c'est un prétexte. Mais la présence de ces gens-là, ça sert à rien de le nier non plus. Nous sommes journalistes, on est là pour regarder ce qui se passe. Oui, mais comprenons, et on a dit qu'il fallait essayer de comprendre la façon dont Poutine raisonnait. Lui prend ce prétexte en disant, en se plaçant comme le nouveau Staline, et en disant, Non, mais c'est un ressort dialectique qui est l'éternelle mauvaise foi des vieux régimes communistes. Non, je pense que Poutine est habité par l'histoire. Et véritablement, c'est quelqu'un, de par ses origines, je le répète, de Leningrad. Le siège de Leningrad a été, dans son expérience familiale, quelque chose. Il a perdu un frère pendant ce siège. C'est quelque chose qui a été dans l'ascension et dans la fabrication de Poutine, de l'homme Poutine. Rapidement, Vincent Hervouet important d'Europe 1. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a 26 millions de Russes qui ont payé de leur vie la lutte contre Poutine, dans la Grande Guerre patriotique. Poutine et beaucoup de Russes considèrent qu'il ne... pendant le siège de... Oui, non, mais il avait un frère qui était né... De Stalingrad. Oui, il a un frère qui est mort de faim. Mais un enfant... un nouveau-né. Oui. Mais il est évidemment l'héritier de cette histoire-là, et ça a dû peser lourd sur sa formation psychologique. Mais on n'est pas en train de faire de la psychanalyse de Vladimir Vladimirovitch. On est en train de regarder les Russie avancer par une puissance. C'est ça qu'on voit là. Oui, mais si. Je ne crois pas du tout que Vladimir Poutine soit dément. Je crois qu'il campe sur un certain nombre il exige un certain nombre de choses qu'il n'arrive pas à obtenir, et il s'impatiente et il trépigne. Il a lancé maintenant une armée en Ukraine, il va avoir beaucoup de mal à la replier, et il n'a obtenu pour l'instant rien.